Bonjour à tous, il est 13 h, bienvenue dans le journal de RTI 1. Au sommaire de cette édition, le président de la République, Alassane Ouattara, a ouvert hier les portes de son cabinet à son éminence, le cardinal Pietro Parolin, le secrétaire d'État du Saint-Siège. Pietro Parolin est en visite en Côte d'Ivoire dans le cadre de l'ordination de Monseigneur Jean-Sylvain Émien Mambé, le premier nonce apostolique ivoirien nommé en février dernier. La dengue, la Côte d'Ivoire enregistre 11 nouveaux cas de dengue, dont un décès depuis le début de cette année. Et face à cette épidémie, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a animé un point de presse pour porter à la connaissance de tous les dangers et présenter le plan de riposte adapté par le gouvernement. La célébration de la fête de l'Europe a été donc faite hier vendredi ici à Cocody, à la résidence de l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Une célébration qui a été marquée essentiellement par le renforcement du partenariat Côte d'Ivoire-Union européenne, et c'était en présence du Premier ministre Patrick Hachi. Et on va démarrer cette édition au palais de la présidence de la République où le chef de l'État a reçu hier vendredi l'émissaire du pape François. C'est le secrétaire du Saint-Siège, son éminence le cardinal Pietro Parolin, qui est à Abidjan donc depuis jeudi. Et c'est Viviane Aïma qui a assisté à cette audience pour vous. Reçu par le président de la République Alassane Ouattara ce vendredi 6 mai au palais présidentiel, son éminence le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, était accompagné par l'archevêque d'Abidjan, son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois, par le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, monseigneur Paolo Borgia, et par monseigneur Jean-Sylvain Émien Mambé, qui vient d'être nommé par le Vatican nonce apostolique au Mali. Si cette nomination honore toute la Côte d'Ivoire, qui compte désormais un Ivoirien au nombre des ambassadeurs du Saint-Siège accrédités dans les différents pays, la présence du cardinal Pietro Parolin à Abidjan à cette occasion a permis au président de la République Alassane Ouattara et son hôte de réaffirmer la bonne qualité des relations existantes entre la Côte d'Ivoire et le Saint-Siège depuis 50 ans. Je voudrais d'abord remercier très sincèrement et très cordialement Monsieur le Président de la République et Monsieur le Premier ministre pour l'accueil qu'ils m'ont donné, pour le temps qu'ils m'ont dédié. Un grand merci. Je dois dire que j'ai une grande bonne impression d'un pays qui est très engagé pour la paix, et très engagé pour la réconciliation, pour la cohésion sociale, est très engagé pour le développement de tous, les biens communs. Et vous savez que ça, ce sont des thèmes qui sont très, très importants pour le Saint-Siège. Le Saint-Siège existe, la diplomatie des Saint-Siège existe pour cette finalité. Et alors, on peut vraiment continuer cette collaboration qui dure depuis 50 ans, parce que nous célébrons aussi dans ce moment l'anniversaire, le 50e anniversaire des relations diplomatiques, continuer dans ce sens-là. Collaborer au niveau du Saint-Siège à travers l'annonciature apostolique et l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Rome, à travers l'Église locale qui est toujours disposée à donner et à offrir ses moyens, ses ressources aussi pour le bien du pays et pour, disons, des finalités spirituelles et matérielles du développement. Alors, de nouveau, un grand merci, Monsieur le Président, tous les meilleurs vœux pour vous personnellement, pour votre pays et pour vos efforts pour construire une nation, une région, un monde, parce qu'aujourd'hui, nous avons des problèmes mondiaux, hein, la paix, un monde plus juste, plus pacifique, plus solidaire. Nous avons le grand honneur d'avoir la visite du secrétaire d'État, son éminence est avec nous, pour une visite d'amitié, de travail. Et c'est un grand honneur pour les Ivoiriens et toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire. Nous avons fait un large tour d'horizon, parlant de la Côte d'Ivoire, des progrès que nous avons pu réaliser pour consolider la paix, et également bien sûr la situation de cohésion, de réconciliation dans notre pays.
Nous avons également parlé des difficultés dans certains pays voisins et essayer de donner des informations à son éminence, la nécessité d'aller de l'avant avec tous les pays voisins pour trouver la paix. Bien évidemment, nous avons évoqué les questions internationales. C'est depuis le 26 octobre 1970 que la Côte d'Ivoire et le Saint-Siège entretiennent des relations diplomatiques marquées par les visites successives des présidents Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara au Vatican. Pour rappel, c'est le 16 novembre 2012 que le président de la République Alassane Ouattara était reçu par le pape Benoît XVI. On retient en outre les 3 visites en Côte d'Ivoire de sa sainteté le pape Jean-Paul II, les 10 mai 1980, 10 août 1985 et les 9 et 10 septembre 1990. Pendant ce temps, dans le bureau juste à côté, le vice-président échangeait, lui, avec Gerda Verburg, qui est sous-secrétaire général adjoint des Nations Unies et coordonnatrice mondiale du mouvement SUN, Scaling Up Nutrition, renforcer la nutrition en français, autrement dit, lutter contre la malnutrition. Et c'est Jérôme Kofi Avolin qui nous fait le compte-rendu. Les échanges entre le vice-président de la République, Thiemoko Méliette-Koné, par ailleurs président du Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et la petite enfance, et son hôte se sont déroulés dans le nouveau bureau du palais présidentiel, au plateau. La rencontre d'environ 3 quarts d'heure leur a permis d'aborder les problèmes liés à la nutrition. À cet effet, la coordonnatrice mondiale du mouvement SUN a indiqué être rassurée quant à la politique menée par la Côte d'Ivoire pour éradiquer le phénomène de la malnutrition. La Côte d'Ivoire veut être un pays leader, non seulement dans la lutte, quand il s'agit de la lutte pour la nutrition, non pas pour remplir le ventre, mais il faut aussi nourrir le corps et permettre à l'alimentation de développer les sens cognitifs. Et donc, le vice-président a encore une fois réitéré son engagement et l'engagement du gouvernement dans son entièreté. Dans cet engagement, à mener à bien la bonne qualité de nutrition, surtout face à cette situation où on note une augmentation des prix. Et donc, l'engagement du gouvernement dans son entièreté, appuyé par le vice-président, est un engagement fort lorsqu'il s'agit de réduire l'impact et les effets de l'augmentation des prix. Il faut justement les réduire, il faut justement réduire les effets et tout cela pour le bonheur de la population. Une fois de plus, la coordonnatrice mondiale du mouvement SUN s'est dite heureuse de se retrouver en Côte d'Ivoire et rencontrer les autorités ivoiriennes. À noter que c'est la 4e fois qu'elle visite le territoire ivoirien. Hier, ils ont pleuré. Aujourd'hui, ils peuvent afficher un petit sourire, un sourire de réconfort. Les commerçants sinistrés du marché de Yamoussoukro, partis en fumée il y a une dizaine de jours, voient leurs larmes un peu séchées aujourd'hui grâce aux efforts du gouvernement. Le Premier ministre a commis Souleymane Diarra-Souba pour leur faire don de 20 millions de francs CFA. Témoin de la remise de l'enveloppe, Kader Sogodogo, RTI Bouaké. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarra-Souba, est accueilli au grand marché de Yamoussoukro par des commerçants visiblement heureux de le voir, malgré la peine qui les frappe. Le dimanche 24 avril dernier, aux environs de 4 heures du matin, une partie du marché allait partir en feu. Un deuxième incendie en espace de 3 mois. La porte-parole des sinistrés dresse le préjudice. Il faut noter que cette partie du marché est en majorité occupée par les femmes. Et c'est près de 90% des femmes qui ont été impactées. Dès l'annonce de l'incendie, nous avons eu la compréhension des autorités préfectorales, administratives et d'associations qui ont tout mis en œuvre pour empêcher le feu de se propager. Un sinistre qui ne laisse pas le Premier ministre Patrick Hachi insensible. Il est solidaire des commerçants à travers un don de 20 millions de francs CFA remis par le ministre Souleymane Diarra-Souba, qui a tenu à rappeler que le gouvernement est au travail pour mettre définitivement fin aux incendies dans les marchés. C'était une occasion pour moi de dire tout ce que le gouvernement est en train de faire pour les acteurs du commerce.
notamment par rapport au programme de réhabilitation et de construction des marchés dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Et également de les exhorter à appliquer les mesures que le gouvernement a arrêtées de concert avec eux, notamment pour ce qui concerne le respect des prix plafonnés sur les produits de grande consommation. Je leur dis que notre objectif, c'est de moderniser le secteur du commerce. 90% des sinistrés du marché de Yamoussoukro sont des femmes, véritables soutiens de la famille. Le préjudice se présente ainsi sous plusieurs formes. De retour à Abidjan, direction la résidence privée de l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. On va prendre part à la fête de l'Europe, une occasion de célébrer le partenariat Côte d'Ivoire-Union européenne. Voilà qui explique la présence de Patrick Hachi parmi les nombreux invités. Le reportage de Khalil Diomandé. Pour la fête de l'Europe, nous présentons du fromage qui vient des quatre coins de la France. Et pour accompagner, nous avons du vin rouge de Bordeaux et du champagne de la région de Champagne. Ici, on propose des repas typiques espagnols. Il y a omelettes, croquetas, tortillas et aussi des boissons typiques. Pour la fête de l'Europe, les petits plats dans les grands, de la gastronomie, de l'art, de la culture, pour célébrer plus de 60 ans de coopération. La Côte d'Ivoire, pour nous, c'est un partenaire à un autre niveau. C'est une autre qualité. Il faut dire aussi que la Côte d'Ivoire est là pour nous. Aujourd'hui, on a une autre preuve en Europe. Et c'est la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. La Côte d'Ivoire s'est toujours alignée avec ceux qui ont condamné ces guerres. Vive notre partenariat, vive la Côte d'Ivoire, vive l'Union européenne. Depuis plus de 60 ans, les pays européens et la Côte d'Ivoire s'entraident mutuellement, tant au niveau politico-économique qu'au niveau culturel et social. Dans de nombreux domaines, nous recevons donc des financements, de l'expertise et nous partageons ensemble également au plan économique beaucoup. C'est le pays qui est donc le plus gros consommateur, en particulier de ce qu'on produit de plus important, le cacao. Donc c'est un partenaire stratégique, mais également sur de nombreux chantiers et sur de nombreuses plateformes et sur de nombreuses instances mondiales. On partage également des positions communes fondées sur des valeurs qui sont donc des valeurs universelles extrêmement importantes qui fondent le développement d'un pays qui veut donc aller loin. La célébration de la fête de l'Europe a été l'occasion pour l'ambassadeur Kirchmann d'annoncer la fin de sa mission dans le pays, prévue pour septembre 2022. Il présentera dans les mois à venir le bilan de ces 4 années passées en Côte d'Ivoire. En route pour la COP 15, la COP désertification. Et cette 15e conférence des partis démarre lundi, le 9 mai, un événement majeur qui se tiendra sur le sol ivoirien. La Côte d'Ivoire, qui n'est pas épargnée par cette situation de désertification, le pays connaît une dégradation de son sol de 60 à 70%. Et les causes sont multiples. Nous avons décidé d'y jeter un œil en cette mi-journée. Quelle est véritablement la réalité de la question en Côte d'Ivoire, notamment l'impact de l'utilisation des fertilisants dans les secteurs agricoles et quelles peuvent être les solutions. On voit tout cela dans ce document signé Grace Kando et Franck Quadio. Le concept est universel. La dégradation des terres, une des causes de l'aridité du sol qui, faiblement irrigué, constitue le terreau fertile de la sécheresse. Depuis plusieurs années, l'Afrique est touchée. Au Sénégal, par exemple, en 2017, selon le comité inter-État de la lutte contre la sécheresse au Sahel, sur les 3,8 millions d'hectares de terres arables, 2,4 millions d'hectares sont dégradés. En Côte d'Ivoire, la notion de dégradation du sol n'est pas étrangère au lexique des experts. La dégradation provoque ou bien entraîne la désertification. Qui dit dégradation dit destruction, souvent la texture des sols, destruction physico-chimique, ça peut être aussi destruction d'origine anthropique, c'est-à-dire l'homme qui est à l'origine de la destruction ou de l'avancée du désert. Les sols en Côte d'Ivoire dégradés entre 60 et 70%, et les causes sont multiples. Nous avons par exemple nos pratiques agricoles qui sont aujourd'hui dépassées, qui dégradent les terres. Nous avons par exemple
l'extraction minière, surtout l'orpaillage clandestin. Donc les facteurs sont légion. L'expansion même des villes entraîne la déforestation et donc la dégradation des terres. Orpaillage, pression démographique ajoutée au dérèglement climatique, il y a beaucoup à faire, surtout dans le secteur agricole. Banlieue d'Abidjan, plusieurs champs de maraîchers exploités à qui mieux. Ici, on tente de faire pousser un peu de tout. Les fertilisants ont droit de cité et sont disponibles au plus offrant. Moi, je vais vendre pour moi vite, pas comme les autres. Ça dépend comment je vais utiliser. Si je vais vendre ça vite. De l'engrais chimique jugé plus efficace pour les plantes, mais pas forcément pour la durabilité du sol. Ces engrais, à la vérité, perturbent la flore microbienne et par extension les eaux, responsables de la fertilité des sols. Il y a cependant une alternative bien connue de ces exploitants. Engrais chimique, là, quand on ne met pas trop, comme un demi, la plante que vous voyez comme ça, là, on prend comme pour 1000 francs. 1000 francs, on attend ça, 1 kg, 500. Produit là, ce coco là. Quel coco? C'est un coco de poulet là. C'est ça qu'il met avec engrais, c'est fini. Tu pompes avec un médicament D10 là, c'est fini. Tout ça va devenir comme ça. Ça va lever jusqu'à fin. L'engrais organique fait du compost de déchets organiques tels la bouse de vache ou la crotte de volaille pourrait être un palliatif. L'engrais organique, c'est en fait la solution idoine pour l'agriculture durable, pour arrêter la dégradation des terres, pour stopper en un mot la désertification en Côte d'Ivoire. Les engrais bio ne coûtent pas cher et peuvent être faits à tout moment. Et aussi, leur avantage, c'est qu'ils n'empoisonnent pas ni le sol, ni les produits que nous consommons. Gérer efficacement le sol, il y a aussi des méthodes efficaces telles le hors-sol. La qualité est plus garantie parce que n'étant pas en contact avec le sol, on n'a pas d'apport d'engrais minéral, on n'a pas de contamination avec les insectes qui sont autour, même les nématodes qui sont souvent dans la terre qu'il faut traiter avec d'autres produits. Nous préconisons la culture au sol pour pouvoir produire nos tomates, nos vivriers, pour compenser un peu les cultures chimiques. La Côte d'Ivoire, en mars 1997, a intégré la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Et ce mécanisme a impliqué l'ensemble des pays menacés par le phénomène. Au niveau national, il y a des initiatives pour implémenter les bonnes pratiques de gestion du sol. Nous envisageons plusieurs solutions, notamment la mise en place d'espèces à croissance rapide qui ont cette caractéristique de fertiliser les sols. Nous prenons comme exemple l'acacia majum. Cela va se faire dans bien des régions pour pouvoir permettre aux populations de restaurer le sol. Le Fonds des Nations Unies pour l'environnement, en accompagnant les initiatives depuis 2016, veut freiner les migrations des populations liées à la perte de terres touchées par la dégradation du sol. Cette conférence des parties 15 à Abidjan sera l'occasion de partager les expériences. Au cours de cette rencontre, nous allons proposer des solutions et le Conseil économique et social, qui est un acteur majeur de cette COP, va également proposer des solutions. Et ces solutions seront, de façon consensuelle, parce que toutes les parties prenantes sont représentées au sein du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Et les idées qui seront émises au cours de cette COP seront des idées un peu salvatrices de la protection non seulement de l'environnement, mais pour aussi stopper l'avancée de la désertification en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire dispose aujourd'hui d'une surface forestière de 3 millions d'hectares. Le défi de la récupération et de la gestion durable des terres et de la conservation du stock de carbone est une impérieuse nécessité. Dans cette optique, le pays a lancé en 2016 une plateforme de gestion durable des terres et de l'eau.
Dégradation des sols, solutions pour une gestion durable. Un grand reportage signé Grace Kondo et Franck Quadio. Je vais à présent vous conduire à Kpafonon, un village du septentrion ivoirien, frontière malienne. Là-bas, à Kpafonon, on lutte au quotidien contre les effets impitoyables de la chute de la pluviométrie. Vous allez le voir, les paysans s'apitoient sur leur sort. Les enfants, eux, ont la santé fragile, faute d'éléments nutritifs adéquats. Les femmes affrontent, elles, la dure réalité avec foi et persévérance. Et Lanside Bakayoko décrit ici cette vie désormais synonyme de combat. En quelques années, Kpafonon, village dans le département de Boundiali, a perdu toute sa verdure. En cause, la hausse fulgurante des températures. Un phénomène qui a bouleversé la vie sociale des paysans et même les habitudes alimentaires des populations. À partir du mois d'août, il y a un flottement jusqu'à la fin des pluies et au-delà. Il y avait toujours de l'anémie, les enfants. Manque de sang. La jeune dame que vous avez vue là, tout ça, en ce moment, elle, à son niveau, grossesse même, c'était un problème pour elle. Celle enceinte, elle n'arrive même pas pour l'accouchement, c'est un problème. Elle est malnutrie. Parmi les principaux impacts de ce changement climatique, la modification des rendements agricoles. La baisse drastique de la pluviométrie a considérablement appauvri les sols arables. Ici, c'est toujours sec. Il n'y a pas l'eau ici. Mais là-bas, il y avait le puits, mais l'eau de puits, là, c'est fini. Il n'y a pas l'eau encore. Nous, on a besoin de l'eau. Mais grâce à l'appui des bailleurs de fonds, ces femmes réunies en groupement coopératif tentent de faire face à la situation. C'est à partir de ce forage que les agricultrices recueillent de l'eau qui sert à irriguer le potager. Elles nourrissent les maraîchers avec des arrosoirs. Nous sommes dans un milieu où les saisons sèches sont en général beaucoup plus longues, où les femmes, quand elles produisent des cultures maraîchères, elles sont vraiment confrontées à la question de l'eau. Mais à travers la mise en place des forages, des systèmes d'irrigation, les femmes, elles produisent maintenant en contre-saison. Malgré l'enthousiasme qui entoure les performances au niveau du vivrier, les populations savent que ce projet expérimental de forage à moteur n'a pas vocation à se pérenniser dans l'avenir. Les coûts liés aux facteurs de production sont de plus en plus insupportables. Les paysans misent sur d'autres dispositifs de fertilisation des sols. C'est un compost qu'on a fait ici là. Mais ça là, ça n'a pas encore duré, ça fait une semaine. Mais l'autre là, ça fait 2 mois déjà. Ça là, c'est prêt à arriver. Mais ça là, ça reste 1 mois. Mais nous avons un moyen de fabriquer ça ici même. Nous on peut pratiquement mettre à l'eau, ça passe. Mais selon les experts, le gouvernement devrait prendre des mesures pour empêcher l'agriculture par brûlis, combinée à l'intensification de la reconstitution du couvert végétal à travers la culture du cajou. Voilà donc à quoi ressemble désormais la vie à Kpafonon du fait de la désertification. Un reportage signé Lanside Bakayoko du service économie de la rédaction. 120 km de pistes d'accès aux plantations réhabilitées par les soins de l'APROMAC, l'association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire. Ces travaux de reprofilage ont eu lieu dans plusieurs zones de Côte d'Ivoire, notamment à Dabou, à Gagnoa, à Soubré ou à Sassandra, et ils ont coûté, ces travaux, environ 1,5 milliard de francs CFA. Cela pour le bonheur, bien sûr, des producteurs de caoutchouc naturel. Cheikh Koné Aboubakar. 4 localités du pays ont bénéficié en 2021 du reprofilage lourd et de traitement de points critiques sur les pistes d'accès aux plantations d'EVA. Ceci est une action de l'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, APROMAC, qui chaque année offre des pistes aux planteurs. L'année 2021, l'APROMAC a travaillé dans les régions de Gagnoa, Soubré, Sassandra et dans la zone de Ira, pour un linéaire total d'un peu plus de 120 km. Voilà, ces sentiers sont terminés. Faciliter le transport de la production des plantations vers les usines, c'est l'objectif de l'APROMAC. Pour l'année 2021, c'est environ 1,5 milliard de francs CFA qui a été investi dans les pistes
par la fêtière de l'Évéaculture de Côte d'Ivoire. C'est véritablement un rêve qui s'est tenu en réalité parce que cette voie, depuis 1972, je crois bien, cette voie n'a jamais été reprofilée. Et je dis à l'ensemble des planteurs de croire parce que c'est notre maison, la Promac, ils nous suivent. La route n'était pas bonne. Même si on a des bagages, on appelle les 3 roues, ou bien soit les motos, ils disent qu'ils ne viennent pas, que la route n'est pas bonne. Mais depuis ils ont arrangé la route là, c'est facile à faire sortir nos bagages. La Promac, dans sa mission de promotion d'une évéaculture de qualité, facilite la commercialisation des produits des planteurs. Pour cette année 2022, d'autres localités se préparent à bénéficier du programme Entretien des pistes de la Promac, ce qui est une bonne nouvelle pour les planteurs et pour toute la population. Voilà qui va donc améliorer la vie des producteurs dans l'exercice de leurs activités. Et à quoi ressemble notre vie à tous depuis la survenue du coronavirus? C'est aussi un combat au quotidien contre un virus qui semble plus fort jusque-là. Depuis plus de 2 ans qu'il s'est invité dans notre quotidien, le virus a déjà touché plus de 517 millions de personnes à travers la planète et en a tué 6,25 millions. En Côte d'Ivoire, ce sont 799 personnes qui ont perdu la vie du fait du coronavirus pour 81 970 cas confirmés, en plus des 2 malades recensés encore hier par les autorités sanitaires. Les autorités continuent de recommander le port des bavettes, même si elles ne sont plus toujours obligatoires. Il faut aussi se faire vacciner, ça protège et c'est gratuit. 12 cas sont encore actifs dans le pays. À côté de ces 12 cas de Covid actifs, il y a également 11 nouveaux cas de dengue, 11 cas dont un décès. La dengue, c'est cette maladie transmise par la piqûre d'un moustique du genre Aedes, porteur de l'un des 4 virus de la dengue. Et à ce niveau, là encore, les autorités sanitaires sont sur le champ de bataille. Hier, elles ont présenté aux journalistes le plan de riposte adapté par le gouvernement. Frédéric Oulaye et Abou Sanogo y étaient présents pour le compte de RTI 1. Le dernier Conseil national de sécurité tenu au palais de la présidence a fait cas de l'apparition de plusieurs cas de la dengue en Côte d'Ivoire. Face à la presse nationale et internationale, le professeur Beignet Bivrou a apporté des précisions sur la propagation de la maladie. Cette maladie se manifeste par une forte fièvre associée à des maux de tête, des courbatures, des douleurs articulaires, des douleurs rétro-orbitaires et une fatigue intense. La forme sévère se caractérise par des saignements, des douleurs abdominales, des vomissements pouvant entraîner le décès du malade. Selon le service de surveillance épidémiologie de l'Institut national de la santé publique, 11 cas de dengue, dont un décès, sont confirmés dans les districts sanitaires. À la date du 5 mai 2022, la situation épidémiologique se présente comme suit. District sanitaire de Cocody-Bingerville, 8 cas, dont un décès. District sanitaire de Trècheville-Marcory, 2 cas, 0 décès. District sanitaire d'Adiaké, 1 cas, 0 décès. Face à la résurgence des cas, un plan de riposte a été mis en place par le gouvernement. Lequel plan de riposte appelle au respect des mesures de prévention. Éviter de garder dans les maisons et aux alentours des récipients contenant de l'eau, notamment les canaries, les casseroles, les vieux pneus, les carcasses de véhicules, etc. Désherber autour des maisons. Dormir sous moustiquaires imprégnés d'insecticides. Mettre des grilles anti-moustiques aux portes et aux fenêtres. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle appelle à l'implication de tous. Plusieurs ministères sont associés à cette lutte, notamment le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement et le ministère de la Communication.
Et là, en bref et en images, je vous invite à découvrir le peuple bron, ses différentes langues et bien sûr tout ce qui est lié à sa tradition. Récemment, 120 enseignants, chercheurs et leurs étudiants se sont aussi intéressés à ce peuple et ils ont fait le déplacement de Bondoukou. Alexis Ouedraogo était avec eux. Son reportage complet vous sera proposé dans nos prochains journaux. L'actualité internationale nous emmène tout d'abord au Burkina Faso. Alors qu'elle était en opération à Wanoubé dans la province du Samatenga, une équipe de l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie est tombée dans une embuscade jeudi. Les gendarmes ont repoussé une centaine d'assaillants lourdement armés. Une vingtaine de djihadistes ont été neutralisés. Des motos et un important lot d'armement récupérés. Depuis l'annonce de l'attaque, de nombreuses personnes parmi les populations donc magnifient le courage de ces soldats burkinabés dans cette lutte contre le terrorisme. Et vous le voyez là en image, ces soldats tombés au front reçoivent un vibrant hommage de la part de la République. La Grande-Bretagne se réveille ce 7 mai au matin avec les résultats complets des élections locales de jeudi. Le scrutin s'annonçait mauvais pour les conservateurs et c'est finalement le parti de centre-gauche des libéraux-démocrates qui sort vainqueur de ce rendez-vous. Les libéraux-démocrates ont donc décroché plus de 200 sièges supplémentaires à travers le pays, une poussée qualifiée d'historique par le chef du parti et surtout perceptible dans le sud de l'Angleterre, dans la zone qu'on appelle le mur bleu, où 2 conseils locaux ont basculé en leur faveur après des années de pouvoir conservateur. Merci de nous avoir suivis et à demain 13h. Toujours sur RTI 1, la chaîne qui rassemble.